Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le cours d'aujourd'hui, il sera intitulé Principe de formulation de béton. Ça, c'est après avoir vu dernièrement le cours concernant la production énorme des ciments. Et nous avons vu qu'il n'y a pas uniquement les CPG 35 et 45, éventuellement 55, il y en a énormément de ciments. Aujourd'hui, nous allons voir les principes de formulation de béton parce que, tout simplement, la majeure partie des bureaux d'études utilisent des méthodes de calcul qui ne sont pas normalisées. Et aujourd'hui, nous allons essayer de clarifier et de laisser voir les gens comment, éventuellement, nous allons pouvoir déterminer certaines valeurs, surtout les valeurs avant d'entamer n'importe quel calcul. Et je parle essentiellement de ce qu'on appelle le FC28 ou la compression à 28 jours après avoir eu un béton durci. Alors, nous allons d'abord avoir un petit récap pour voir certaines généralités concernant le béton. Et nous allons dire que le béton est le matériau de construction le plus utilisé à travers le monde, à savoir aux environs de 50 milliards de tonnes dans l'année 2013. Ça veut dire dans l'ordre de 3 mètres cubes par personne dans le monde. Donc c'est une utilisation quand même qui est très très élevée, beaucoup plus importante que la construction en acier, sans parler des autres méthodes de construction. Tout ça simplement parce que cette méthode, cette manière, cette façon de construire avec ce matériau qui est disponible, tout simplement parce qu'il est façonnable à volonté. On peut fabriquer et construire, enfin malaxer notre béton comme on veut, parce qu'il est façonnable à volonté. Il est aussi façonnable à température ambiante. Nous n'avons pas besoin d'atteindre une certaine température pour pouvoir malaxer, mais directement à n'importe quelle température, enfin je parle de la température ambiante, nous on peut malaxer, on peut réussir à avoir un béton. Encore parce que ça ne nécessite pas de cuisson et il est accessible à tous, que ce soit des garçons ou filles, des hommes ou des femmes. Que ce soit les petits ou les grands, l'ensemble, ils peuvent malaxer leur béton. Et aussi parce qu'il peut être coulé, que ce soit sur place ou préfabriqué ou préfaçonné au préalable. Les principes de formulation de béton, quand on parle de principes de formulation de béton, on parle essentiellement à un devenir, bien évidemment. On malaxe différemment notre béton parce que ça exige certaines choses. Tout matériau avec lequel nous allons construire, que ce soit un béton armé ou non, précontraint ou non, etc. Tout ça, c'est pour répondre à 6 exigences qui sont essentielles. Entre autres, la stabilité et la résistance mécanique de l'ouvrage, donc quelle qu'elle soit, la résistance et surtout la résistance aux contraintes externes, on parle de pluie, de gel, de neige, de choc, d'attaques chimiques, etc., etc. L'hygiène, la santé et l'environnement aussi, ils sont très importants pour choisir quelle ou quelle formulation, quel ou quel agrégat, quel ou quel ciment on doit utiliser. La sécurité en cas d'incendie aussi est très importante. Nous savons déjà au préalable que le béton a une résistance par rapport aux incendies beaucoup plus grands que la construction en acier. La protection aussi contre le bruit, l'isolation acoustique et l'économie de l'énergie. Parce que quand on va construire, c'est sûr qu'il va y avoir un échange thermique entre tout ce qui est intérieur et tout ce qui est extérieur. Donc quand on va choisir un matériau, quand on va choisir une formulation, une méthodologie de construire ou de fabriquer un béton, c'est pour éventuellement résister à l'isolation thermique. Alors, le béton, avant tout, il doit impérativement être constitué au moins de 4 ingrédients. Ces ingrédients, la première des choses, c'est le liant. Généralement, c'est le ciment comme liant, parce qu'il y en a d'autres liants. Le ciment, c'est un liant, comme nous avons vu la dernière fois, le ciment, c'est un liant hydraulique, et c'est le liant qu'on utilise beaucoup plus dans tout ce qui est béton.
Après le ciment, il y a les granulats, le sable, les agrégats, les sablons, les graviers, etc. etc. Après les granulats, il y a l'eau, et surtout l'eau de gâchage, l'eau qui est adéquate, l'eau qui doit être favorable pour le malaxage d'un béton, parce que pas toutes les eaux y sont favorables, à savoir l'eau de mer par exemple. Quand on a un béton armé, on ne doit pas utiliser l'eau de mer, mais si on a du mortier par exemple, oui, dans ce cas-là, on peut utiliser l'eau de mer, mais dans des conditions bien spéciales. Après ça, nous avons besoin de l'air, parce que c'est très important l'air pour la fabrication de béton et surtout pour la cristallisation des ciments et le durcissement de béton. On ne peut pas réussir un béton à la Lune, là en Mars, mais parce que tout simplement nous n'avons pas d'air. Si nous avons de l'air, oui, on peut le réussir. Et éventuellement, comme cinquième ingrédient, les adjuvants. Nous ne sommes pas obligés de mettre les adjuvants, mais si on met les adjuvants, c'est encore mieux. C'est pour donner au béton d'autres résistances, d'autres particularités, d'autres manipulations. Nous allons les voir, Inch'Allah, probablement la prochaine fois. Alors, formuler un béton consiste à intégrer des paramètres très importants et très essentiels, tels que la qualité des matériaux disponibles, parce que nous n'allons pas nous amuser à importer des agrégats depuis l'Europe ou depuis l'Afrique du Sud pour pouvoir malaxer un béton. Mais donc nous allons tout d'abord exploiter les matériaux disponibles dans notre région et surtout dans notre zone. Après ça, la nature des projets à réaliser, parce que quand on veut réaliser un pont, c'est différemment d'un bâtiment et différemment d'un barrage. Donc c'est différent. Donc le projet à réaliser aussi exige une formulation bien déterminée, exige beaucoup de choses. Le moyen de mise en œuvre disponible sur site, si nous avons des pompes, c'est pas comme si nous n'avons pas de pompe. Si nous allons compacter, c'est pas comme si nous allons vibrer. Si nous allons manipuler à saut, c'est pas comme si nous avons une centrale à béton. Donc tous ces moyens de mise en œuvre, ils sont importants et ils différencient la formulation de béton. La qualité de l'environnement où va vivre notre projet, notre réalisation, ça aussi influence très étroitement à la formulation de béton. Si nous avons une maison, par exemple à Ifrane, là où il fait froid, c'est pas comme si nous avons la même maison, même architecture, d'accord, à Marrakech. C'est différent. Je parle là de la formulation. Je ne parle pas de l'architecture, mais je parle de la formulation. Elle sera impérativement différente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à Marrakech, il fait très chaud, par moment, mais à Ifrane, il fait très froid. Il y a même des risques de gel et de dégel. Dans une zone où là où il y a la mer, il y a l'existence du chlore, ça aussi, ça nécessite une formulation très spéciale. Aussi, parmi les choses qui influencent sur la formulation de béton, nous avons les conditions de mise en œuvre, les besoins d'ouvrabilité, de résistance, etc., etc. Ainsi que les délais de réalisation. Si nous avons besoin de décoffrer en moins de temps possible, donc nous avons impérativement besoin de formuler un béton différemment si par exemple nous avons un coffrage perdu ou nous n'allons pas décoffrer en moins de temps. Donc le délai de réalisation, ça aussi a une influence très étroite sur la formulation de béton. Donc tout ça pour un seul objectif, ou un ensemble d'objectifs, entre autres la durabilité de l'ouvrage, donc il doit durer le plus longtemps possible, donc optimiser sa durée de vie, l'esthétique, donc il doit avoir un look joli, d'accord. Je parle de la finition après avoir décoffré, donc il doit avoir un look joli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de porosité, beaucoup de porosité, etc. Donc un look bien fait. Une résistance mécanique des contraintes que l'ouvrage va vivre et une étanchéité. Je parle de l'étanchéité par rapport à l'eau, je parle de l'étanchéité par rapport à la sonorisation, à autre chose.
Donc, en général, ce sont les exigences, les paramètres essentiels pour pouvoir, qu'on doit intégrer pour pouvoir formuler un béton optimal. Alors, la norme, enfin une désignation normative, et là je parle de la norme européenne EN 206-1, elle définit 3 types de béton. Elle définit 3 types de béton. On ne parle pas de béton armé, béton précontraint et béton non armé, mais là on parle d'un béton à propriété spécifique. Donc il a certaines propriétés beaucoup plus spécifiques que d'autres choses, ou un béton à composition prescrite. Ça veut dire que le donneur d'ordre, c'est lui qui va prescrire sa composition. Il va demander au fabricant du béton, à la centrale à béton, il va demander à l'ingénieur qui va malaxer le béton ou à la bétonnière de malaxer un béton à, je dirais, un dosage de 260 par exemple kg par mètre cube de ciment, ou à 350 kg de ciment par mètre cube. Donc ça veut dire quoi? Il donne déjà au préalable une prescription. D'accord? Sinon, un béton à composition prescrite, mais dans ce cas-là, dans une norme. Donc ça veut dire quoi? Il y a une norme qui est européenne, d'accord? Mais il y a d'autres normes qui sont enfin beaucoup plus étroites. Dans la norme européenne, il y a la norme espagnole, il y a la norme allemande. Donc ils peuvent avoir quelque chose de différent. Donc là, on parle d'un béton à composition prescrite, mais dans une norme, dans la norme X ou Y. Alors, le béton à propriété spécifique, c'est un béton qui doit répondre à certaines exigences. Elle doit être basée sur certaines choses. Ces choses-là, qui sont entre autres la classe de résistance en compression, donc il se base sur la classe de résistance en compression, qui est, qu'on va parler, qu'on va dire par la suite, le FC28, mais on va la définir par rapport à autre chose. La classe de consistance qui va être très étroitement par la mise en œuvre, comment on va mettre notre béton. Est-ce que ce béton-là, il va être pompé, projeté, coulé sur place, il va être compacté par la suite, vibré ou non vibré. Donc tout ça, ça donne une idée sur où normalement il doit exiger une classe de consistance bien déterminée. La classe de teneur en chlorure aussi est très importante parce que surtout quand on parle d'un béton précontraint, ou un béton armé, ça veut dire qu'il y a l'existence de l'acier, et l'acier il a une faiblesse par rapport au chlore, d'accord? Donc c'est pour cela que nous avons besoin de définir au préalable une classe de teneur en chlorure, ainsi que les dimensions maximales des granulats. Les dimensions maximales des granulats, nous les avons vues la dernière fois. Aussi, les classes d'exposition, et c'est des choses qui sont très importantes quand on parle d'un béton, et surtout d'un béton à propriété spécifique. Nous allons voir, comme vous êtes en train de voir sur le diapo, nous allons voir chaque partie à part pour mieux expliquer et donner les définitions, ainsi que clarifier les choses pour pouvoir donner une idée générale sur les bétons à propriété spécifique. Quand on parle de classe de résistance en compression, on parle en général d'une classe, enfin d'un résultat d'un essai à la compression après 28 jours. Et après 28 jours, notre béton qui a été malaxé au préalable, on va en prendre un échantillon et on va le mettre, que ce soit dans un cylindre ou dans un cube. Dans un cylindre ou dans un cube, les cylindres et les cubes, ils sont plus ou moins normalisés. Nous allons par exemple voir en général pour les cylindres, c'est des cylindres à hauteur de 300 à 320 mm et les diamètres, c'est respectivement 150 à 160 mm. Ça pour les cylindres. Pour les cubes, quand on les nomme vulgairement les prismes, les cubes, ce sont des cubes de 150 mm en général de côté. Alors, ces classes, enfin, ce test, quand on va le tester, si par exemple j'ai des poteaux qui sont circulaires, donc automatiquement, l'essai que je vais faire, c'est des essais cylindriques. Si j'ai des poteaux, par exemple, qui sont de forme rectangulaire ou carrée, donc les essais que je vais faire pour les échantillons que je vais prendre, c'est des essais sur les cubes. Et on note les résultats par la suite
des essais après 28 jours, on le note d'abord par une lettre C qui montre que c'est du concret. C'est un résultat qui est concret. Donc C, c'est pour dire que c'est un résultat qui est concret. Et on donne le résultat en général de tout ce qui est cylindre d'abord, et puis tout ce qui est cube après. Comme par exemple si je note, comme vous voyez ici sur le tableau, C20-25, ça montre que c'est une résistance minimale concrète à 28 jours, pardon, de 20 mégapascales pour tout ce qui est cylindrique, d'accord, et pour tout ce qui est cubique, c'est à 25 mégapascales comme résultat minimal, d'accord, exigé par la norme. Mais le résultat concret, c'est C20-25. Alors, ce résultat, il doit, enfin ce n'est pas général, il peut connaître des tolérances. La loi, ou par exemple, je m'excuse, la norme peut tolérer jusqu'à 5% de différence, que ce soit en plus ou en moins. Elle peut, si on parle de la norme XPP 18-305, elle peut admettre jusqu'à 10% de résultats, mais quand il s'agit de béton qui exige une résistance au-delà de 30 mégapascales. Mais moins de ça, c'est uniquement 5%. Pour la norme XP, je m'excuse, pour la norme XP P18-305, elle admet 10% de résultats quand il s'agit d'une résistance minimale inférieure à 30 mégapascales. Mais au-delà de 30 mégapascales, c'est uniquement 5% qu'elle peut admettre, pas plus. Alors, tandis que la norme NFEN 206-1 impose donc des spécifications plus sévères, donc elle n'admet que 5% pour le reste. Alors, les tests, ils sont comme suit, comme vous voyez ici sur le tableau. Il y a les cylindres qui sont normalisés de 160 mm de diamètre et 320 mm de hauteur. Donc, on remplit notre tube à essai, notre cylindre, on le remplit et on doit impérativement lui donner la manière dans laquelle nous allons le mettre en place. La même chose, si nous allons compacter par la suite notre béton, nous devons impérativement compacter l'essai, enfin l'échantillon. Si nous allons le vibrer, nous devons impérativement vibrer notre échantillon. Et si nous allons le mettre en place quand il s'agit par exemple de béton autoplaçant, il va se mettre en place tout seul, donc on va le mettre et on va le laisser tout seul se placer. Après 28 jours, il va sûrement présenter un résultat de résistance à la compression. C'est ce résultat que nous cherchons et c'est ce résultat que nous allons afficher. Alors, ici sur la photo, comme vous voyez, nous avons un échantillon sous forme d'un cylindre, d'accord, et nous avons une presse, d'accord, qui va le presser jusqu'à ce qu'elle arrive à l'écraser. Et une fois elle va arriver à l'écraser, c'est là où on va dire que c'est le maximum de sa résistance, et on va dire que la résistance concrète de ce cylindre, il est de C20 par exemple, ou C30 ou C40, et là on parle de mégapascal. Alors, et comme vous voyez ici sur le tableau, quand on parle de C8-10, donc ça veut dire pour les cylindres, d'abord on classe d'abord les cylindres, donc les cylindres 8 et les cubes 10. Quand on parle de C12, 15, donc 12 pour les cylindres et 15 pour les cubes, et ainsi de suite. Et comme vous voyez ici, on peut avoir des bétons qui dépassent 100 mégapascales de résistance. Parce que généralement, dans les calculs, la majeure partie des bureaux d'études, ils prennent, entre parenthèses, des valeurs de résistance à la compression à 28 jours, ce qu'on appelle vulgairement le FC28. Ils prennent entre 25 et 35 mégapascales, ça dépend des ouvrages. Mais juste ici, on peut voir que nous, on peut dépasser les 115 mégapascales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bétons qui peuvent avoir des résistances beaucoup plus grandes, et là on parle essentiellement des bétons autoplaçants
et auto-nivelant, ces bétons-là, ils peuvent avoir des résistances à la compression qui peuvent dépasser de loin les 230 mégapascales. À la compression, je parle. Je précise, à la compression, je ne parle pas de la flexion, je ne parle pas d'autre chose. Je parle de la résistance à la compression. Alors là, nous avons vu la résistance, la classe de résistance à la compression, et là, tout de suite, on va voir les classes de consistance. Quand on parle déjà de classe de consistance, on parle de la consistance du béton. Parce que le béton, on peut remarquer très facilement qu'il y a des bétons qui sont beaucoup plus consistants que d'autres bétons. Des bétons beaucoup plus fluides, ça dépend de l'utilisation. Ça dépend pas de l'ouvrage où il va vivre, mais ça dépend de la manière dans laquelle on va le mettre en place. Et si par exemple, je veux commander par exemple un béton, mais avec une consistance qui va me permettre de le compacter, comment je vais le nommer? Est-ce que je vais dire je veux un béton très consistant? Ce très consistant, il peut être différent d'un très consistant d'une autre personne. Ça dépend de la manière dans laquelle je vois les choses. Si par exemple quelqu'un qui ne travaille que sur le béton très consistant, pour lui le très consistant c'est une chose, mais pour quelqu'un qui travaille sur des bétons qui sont très fluides, les très consistants pour lui c'est autre chose. Alors tout ça, ça a permis à des savants de normaliser ce qu'on va dire très consistant, moins consistant que l'autre, plus consistant, moins fluide, plus fluide, etc. Ils vont le normaliser. Et pour ça, il y a plusieurs tests, à savoir le cône d'Abraham. C'est des tests qui peuvent déterminer facilement là où je vais dans le monde, que ce soit au Maroc, en France, en Allemagne, en Amérique, la même valeur de consistance, même degré de consistance d'un béton. Si je le veux consistant vraiment ou fluide. Donc les mêmes valeurs, plus ou moins. Donc la cône d'Abraham, il s'agit d'une cône que nous devons la remplir avec un échantillon d'un béton que nous allons commander. Quand il arrive ce béton, quand on va le prendre, que ce soit du camion ou de la bétonnière, nous allons remplir notre cône, mais en 3 niveaux. Le premier niveau, on va utiliser une tige pour pouvoir le piquer. On va piquer 25 coups, et ça c'est la norme, donc on pique 25 coups, que ce soit au Maroc, en Égypte ou en Djibouti, c'est la même chose, donc 25 coups, sans pour autant toucher ni le sol ni les parois de la cône. Et puis deuxième couche, la deuxième couche la même manière, donc on va piquer 25 coups sans pour autant toucher, enfin on va essayer de ne pas toucher les parois, encore moins la couche qui se trouve en dessous, et le troisième, la troisième couche, pardon, que nous allons piquer aussi 25 coups. Après ça, on va raser, mais sans compacter à la main. Donc on va raser sans compacter ce que nous allons avoir au-dessus. Donc nous avons dit qu'il faut raser, donc on rase pour ne pas avoir plus de béton qu'il en faut. Et avant de manipuler le béton, donc, nous devons laver la cône et éventuellement le sol sur lequel il va se poser. On préconise généralement une plaque en métal qu'on va laver, mais on va essayer de la dégoutter. Donc on va essayer d'enlever toutes les gouttelettes d'eau. Pour ne pas entrer dans la formulation de béton et changer un tout petit peu la consistance. Donc on rase et puis on verse, enfin on renverse, soit on renverse enfin on va enlever d'abord la cône sans la secouer, on va enlever doucement la cône, d'accord? Et c'est sûr que ce béton il va commencer à s'effondrer. S'il est très consistant, enfin, il va se maintenir un tout petit peu, mais s'il est très fluide, c'est tout à fait normal que son effondrement va être d'un seul coup. Et voilà, donc une fois on prend notre cône, on la renverse pour pouvoir calculer la distance de l'effondrement, de l'affaissement du béton. Et ces distances, ils sont normalisés, ils sont calculés. Donc ici sur les photos, comme vous voyez, nous avons un béton qui se maintient, d'accord? Il est plus consistant que l'autre béton qui est très fluide. On a l'impression que nous n'avons pas du béton, nous avons de l'eau, d'accord? Une eau qui n'est pas limpide.
Alors, celui-là, rien que voir dans la goulotte, il est pratiquement vide parce qu'il est très fluide, donc il descend. Et la goulotte ici, elle est quasiment pleine, donc moitié pleine, donc ça veut dire qu'il se maintient beaucoup. Alors, et là, ça montre qu'il y a deux consistances qui sont différentes. Dans la norme, qu'est-ce qu'ils disent après avoir fait le test avec la cône d'Abraham? Alors, quand on parle de S1, donc une consistance de classe S1, c'est différent d'une consistance de classe S2, S3 et récemment, il y a le S5. Alors, l'affaissement, quand on parle de S1, l'affaissement, il sera entre 10 et 40 mm, donc entre 1 cm et 4 cm d'affaissement. Ça veut dire qu'il est très consistant. Il se maintient, il a pu résister à l'effondrement. D'accord? S2 est un peu moins, donc entre 50 et 90 mm, S3 entre 100 et 150 mm, S4 entre 160 et 210 mm, et on sait au préalable que la cône n'est pas vraiment grande, donc c'est une petite cône. Et S5 c'est au-delà de 220 mm. Les cônes en général c'est du 250-300 mm. Alors, si l'affaissement est supérieur à 220 mm, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très fluide. C'est comme si nous avons renversé de l'eau. Hein. Il est très très fluide. Donc, et les utilisations, ils sont différentes. C'est tout à fait normal impossible que je vais compacter le S5 ou le S4. Je ne peux pas. Personne ne peut réussir à compacter un tel béton. Mais on ne peut pas pomper ou projeter un béton de glace de consistance S1 parce qu'il est très consistant, il se maintient. Alors chaque classe d'exposition exige une méthode de mise en place. Donc par exemple le S1 c'est des bétons extrudés, le S2 c'est des bétons plastiques, S3 c'est des bétons très plastiques, donc on peut les étaler, on peut les mettre en place comme on veut, on peut même les vibrer. Et les S4, c'est des bétons fluides, et bien sûr, les S5, c'est des bétons très fluides. Ce sont des bétons autoplaçants et autonivellants. Donc, ils ne nécessitent ni la vibration, encore moins le compactage. Alors, c'était la classe de consistance, et là, nous allons voir les classes de teneur en chlorure. Quand on parle de classe de teneur en chlorure, généralement, la crainte de l'existence de chlorure a une implication très étroite avec l'armature, avec le ferraillage qui se trouve. Donc ça veut dire avec l'acier qu'on utilise. Ça veut dire si nous n'avons pas d'acier, si nous avons un béton qui n'est ni précontraint ni armé, nous n'avons pas cette crainte. Même s'il y a l'existence du chlore, on n'a pas cette crainte. Alors, nous allons noter CL020 quand on parle d'un béton précontraint, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir une teneur en chlorure supérieure à 0,20%. On parle de CL040 pour les bétons armés, donc vous voyez ici l'armature, d'accord? Donc on peut tolérer une teneur en chlorure jusqu'à 0,40%. On parle de CL065 qui peut tolérer jusqu'à 0,65% avec un béton armé, bien sûr 0,65% de chlorure, mais avec un ciment CM3, parce que le ciment, comme nous avons vu la dernière fois, les ciments CM3, ce sont des ciments de hauts fourneaux, donc ils sont alimentés par des laitiers des hauts fourneaux. Alors, les ciments CM3, elles amènent avec eux des chlorures non nocifs consommés par exemple consommés par le laitier des hauts fourneaux. Et on peut tolérer une teneur en chlorure qui peut atteindre jusqu'à 1% quand il s'agit d'un béton non armé. Donc ce sont des normes. Une fois je veux prescrire un béton, d'accord, je dois notifier mon béton, enfin le devenir de mon béton. Si j'ai par exemple un béton précontraint, automatiquement je vais noter CL2 pour que l'ingénieur de la formulation de béton prenne en considération l'existence de l'armature, et cette armature s'agit d'une armature pour un béton précontraint. La même chose pour le béton armé, et la même chose si je vais utiliser par exemple le ciment classe CEM3. Alors, après ça, nous allons voir les classes d'exposition.
Comme je vous ai dit la dernière fois, les dimensions maximales des granules, nous les avons vues et nous avons comparé le G sur S qui donne certaines valeurs et cette valeur a une relation avec l'ouvrage. Alors, les classes d'exposition, c'est la chose soi-disant la plus importante, enfin tout ça c'est important, mais la chose la plus importante dans la prescription d'un béton, c'est les classes d'exposition. Et quand on parle d'une classe d'exposition, on parle généralement de l'exposition de l'ouvrage. Cet ouvrage, n'importe quel ouvrage, n'importe lequel, il est exposé à certaines choses. S'il est exposé au soleil, il est exposé au soleil. Hein. Par exemple, cet ouvrage-là où nous sommes en train de donner un cours, comment dirais-je, les murs de clôture qui sont de l'autre côté, ils sont exposés beaucoup plus, par exemple, au soleil, à la pluie, au vent, que les autres murs, parce qu'il y a d'autres classes de l'autre côté. Donc, l'exposition a une influence sur la durée de vie de béton. Et quand on parle de classes d'exposition, on parle généralement de deux grandes familles d'exposition. Nous avons les familles d'exposition courantes. Par exemple, si nous allons construire dans cette zone-là, toute la zone a plus ou moins les mêmes classes d'exposition, plus ou moins. Ce sont des expositions qui sont courantes. Mais des expositions qui sont particulières, c'est uniquement pour ce local, par exemple, ou uniquement pour ce mur, par exemple, ou uniquement pour cette fondation ou cette semelle. Donc la classe d'exposition est la responsabilité du donneur d'ordre et la responsabilité du maître d'ouvrage. Il n'est pas la responsabilité de la personne ou de l'ingénieur qui va malaxer, qui va nous donner le béton. Donc nous, on doit au préalable déterminer les classes d'exposition à l'ingénieur de formulation de béton pour qu'il puisse nous préparer le béton adéquat. Et quand on parle de classes d'exposition surtout courantes, on parle de deux grandes choses qui sont, entre autres, l'armature qui se trouve dans le béton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si nous n'avons pas d'armature dans le béton, donc automatiquement, nous n'avons pas de risque de carbonatation. Donc ça veut dire que l'acier, puisque nous ne l'avons pas, il ne va pas se carboniser, parce qu'il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, je dois le notifier à l'ingénieur de production ou de malaxage de formulation de béton. Je vais le notifier. Comment je vais le faire? Je vais écrire un texte? Non. Sur ce cas, donc, nous allons écrire un code, à savoir X0. Donc ça veut dire, si je lui notifie que c'est X0, ça veut dire que je n'ai pas d'armature. Donc le béton qu'il va formuler, il saura au préalable que je n'ai pas de risque de carbonatation parce que je n'ai pas d'armature. Si toutefois j'ai de l'armature, je vais lui écrire XC. Ça veut dire j'ai un risque de carbonatation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai de l'armature et cette armature, elle est susceptible de se carboniser, elle est susceptible de se rouiller. Donc, nous devons la protéger par quelque chose. Alors, et sinon, si j'ai par exemple un risque de gel et de dégel, si par exemple la zone là où l'ouvrage va être construit présente du gel et du dégel, donc ça veut dire quand il fait froid, il y a la tombée de la neige, etc. Donc là, je vais lui écrire XF. Tout ça, c'est quand on parle de classe d'exposition courante. Mais si on parle de classe d'exposition particulière, ça veut dire soit un risque de corrosion induit par des chlorures qui sont présents dans l'eau de mer, ça veut dire que notre ouvrage est près de la mer, ou il est en contact avec la mer, ou il est immergé carrément dans la mer. Donc je dois noter par XS. Si je note XD, c'est le même risque d'attaque de chlorure, mais cette fois-ci de provenance non marine, d'origine non marin. Donc c'est pour cela que je dois noter XD au lieu de noter XS. Et si j'ai d'autres attaques chimiques, genre des acides, des bases, etc., je dois écrire XA. Ce n'est pas fini. Donc pour XC, nous allons voir qu'il y en a beaucoup. Donc vous voyez ici, nous avons une photo qui
montre le risque de carbonatation. Et on va, avant de formuler notre béton pour ne pas avoir ce problème-là, nous devons impérativement montrer à l'ingénieur qui va formuler le béton qu'il s'agit d'un risque de carbonatation de type XC. XC, ça c'est pour les bétons armés et les bétons pré-contrats. Alors, je vais noter XC1, donc ça veut dire qu'il y a des classes quand on parle de carbonatation, ce n'est pas les mêmes grandeurs de carbonatation. Je note XC1 si l'environnement où va vivre mon ouvrage, il est sec ou il est humide en permanence. Soit sec en permanence, d'accord, toute l'année, ou humide toute l'année. Donc là, je vais lui dire qu'il s'agit d'une classe d'exposition de type XC1. Si parfois j'ai un ouvrage qui existe dans un environnement qui est humide, mais rarement sec, ça veut dire on peut avoir de la sécheresse, donc je vais noter XC2. Si toutefois l'environnement il est humide mais modéré, je noterai XC3. Si nous avons une alternance entre la sécheresse et l'humidité, je vais noter XC4. Alors, je ne parle pas de tout l'ouvrage, je parle de chaque élément de structure de l'ouvrage. Ça veut dire quoi? Ce poteau, il peut avoir une classe d'exposition différente de l'autre poteau, parce que tout simplement celui-là est dans un environnement humide, probablement auprès d'un frigo, hein, ou là, ou probablement auprès de quelque chose qui donne de la vapeur. D'accord? Donc celui-là a une classe d'exposition différente. La dalle qui se trouve ici, ce n'est pas comme la dalle qui va se trouver à la terrasse. Donc c'est différent. À la terrasse, il y a une exposition à la pluie, il y a une exposition au soleil, il y a une exposition à l'humidité de la nuit, probablement du vent qui va être avec de la brume, etc. Mais cette dalle qui ne se trouve pas à la terrasse, elle n'est pas exposée de la même manière que l'autre. Donc les classes d'exposition, ils peuvent être différentes dans un seul ouvrage, pas dans des ouvrages différents, dans un seul ouvrage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le béton que nous allons formuler, il peut être différent. Dans la majeure partie des cas, il doit être différent. Donc ce poteau doit avoir un béton différent de l'autre, différent de la dalle, différent de tous les structures de l'ouvrage. Alors, si on va noter XF, c'est parce que, comme vous voyez ici sur la photo, nous avons un risque de gel et de dégel. Donc probablement, il va y avoir l'existence de la neige, et cette neige, elle peut influencer sur le béton. Alors, pour ne pas influencer sur le béton, je vais dire à l'ingénieur qui va formuler mon béton que, attention, j'ai un risque de neige, j'ai un risque de gel et de dégel, que je vais noter par XF. Ce XF, si j'ai un gel qui est modéré, faible ou modéré, je vais noter XF1, sans existence de sel. Ou XF3, s'il est sévère, sans existence de sel. Si j'ai le sel, en plus du gel, donc il sera XF2 si le gel il est faible ou modéré, et XF4 si ce gel-là il est sévère. Quand on parle de modéré et sévère, Ifrane c'est pas comme Moscou, c'est différent. Donc ça c'est très faible et Moscou c'est très sévère, donc c'est différent. Alors, quand on parle de chlorure ou de risque d'attaque de chlorure, on parle essentiellement de l'armature. Et quand on parle de l'armature, on parle principalement de béton armé et de béton pré-contraint. Alors, pour cela, si j'ai par exemple mon ouvrage ou la partie de l'ouvrage que je vais définir, sa classe d'exposition, elle est exposée uniquement à de l'air qui véhicule du sel d'origine marin, donc je vais écrire XF1, ça veut dire que cette partie de structure, elle n'est pas en contact avec la mer, d'accord? Il ne touche pas l'eau de mer, mais uniquement du vent qui véhicule du sel marin. Si
Toutefois, j'ai mon ouvrage qui est immergé en permanence dans l'eau de mer. Je vais noter XS2, mais c'est toutefois, il s'agit d'un ouvrage dans une zone de marnage. Ça veut dire l'eau de mer, elle atteint l'ouvrage et puis elle disparaît, et puis il atteint, il le touche, et puis il le quitte. Donc je vais noter XS3. Ça veut dire quand il va le toucher et le quitter, c'est beaucoup plus sévère si l'ouvrage vit carrément dans l'eau de mer. Alors ça, c'est quand il s'agit d'un attaque de chlorure, existant dans l'eau de mer. Mais si cette chlorure existe, mais d'origine non marin, au lieu de noter XS1, je vais noter XD1. Je vais noter XD1 et je vais enlever le C, parce que l'environnement, il est humide modéré. Donc je ne dois pas notifier XC1 plus XD1. Tout simplement parce que c'est la même chose. Donc l'environnement, il est humide modéré, je noterai XD1. Humide rarement sec, je noterai XD2. Et si nous avons une alternance entre humidité et sécheresse, je noterai XD3. Donc, tout simplement parce qu'il y a la carbonatation et il y a l'existence du chlorure d'origine non marin. Quand il s'agit d'une attaque chimique, une société qui manipule ou qui stocke par exemple des produits chimiques, il y a un risque chimique, d'accord? Donc, ou par exemple j'ai un sol qui contient un produit chimique. Par exemple, il contient du phosphore, ou il contient du chlore, ou il contient du gaz carbonique. Donc c'est un produit chimique. Ce produit chimique, il attaque l'ouvrage. Il va attaquer la semelle, il va attaquer les murs quand il s'agit d'un produit qu'on va stocker, etc. Et je dois notifier ça à l'ingénieur qui va formuler mon béton pour éventuellement formuler un béton optimal pour qu'il dure le plus longtemps possible. Alors pour cela, si je note par exemple X à 1, ça veut dire que la teneur en sulfate en milligrammes par litre, et surtout quand il s'agit de l'eau d'une surface qui est humide ou de surface de la terre, donc j'ai une teneur en sulfate en milligrammes par litre entre 200 et 600, donc je noterai XA1. Si sa teneur est beaucoup plus élevée, ça veut dire entre 600 et 3000, je noterai XA2, et si la teneur est encore beaucoup plus élevée, je noterai XA3. De même pour le pH, donc un pH entre 6,5 et 5,5, donc c'est XA1, XA2 entre 5,5 et 4,5, et ainsi de suite. Alors, la question qui se pose, si par exemple j'ai une nappe, d'accord, qui a une teneur en sulfate une teneur en sulfate en milligrammes par litre de 400, ça veut dire que je dois noter XA1. J'ai un pH mètre de 5, donc je dois noter XA2. Et j'ai une teneur en gaz carbonique en milligrammes par litre supérieure à 100. Qu'est-ce que je dois noter? XA1, XA2 ou XA3, ou je dois noter l'ensemble? Non, je ne noterai que le plus élevé, que le plus défavorable, qui n'est autre que le XA3. Donc je noterai toujours le plus défavorable. Mais la question qui se pose, la deuxième question qui va se poser, c'est pourquoi toute cette détermination de classe d'exposition? Pourquoi nous sommes en train de déterminer ces classes d'exposition? Pourquoi on va dire que nous avons une attaque chimique, nous avons une attaque de gel, nous avons une attaque de carbonatation? Pourquoi? Alors la réponse, c'est cette détermination de classe d'exposition, c'est elle qui va nous donner, selon la norme européenne 1992 section 4, elle va nous déterminer notre FC28. Elle va nous déterminer la classe de résistance minimale que nous devons avoir après 28 jours. C'est normalement les classes d'exposition. C'est pour cela que je vous ai dit que la classe d'exposition, c'est la chose la plus importante à déterminer dans tout ce qui est béton à prescription spécifique, à propriété spécifique.